Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ce plateau en direct de Caen pour le festival Époque, une rencontre sous le signe du Liban. Une rencontre virtuelle certes, mais les auteurs, eux, sont bien là pour partager avec nous ce qui constitue à la fois leur expérience, leur imaginaire et bien sûr leur amour du Liban. Autour de cette table, à ma droite, se situe Sarah Briand. Sarah Briand, vous êtes journaliste à France 2, vous êtes réalisatrice de documentaires, notamment collaboratrice de Laurent Delahousse pour les journaux de 20h et son émission de 20h30 le dimanche. Vous êtes également auteur, vous avez publié une très belle biographie de Simone Veil intitulée Simone, éternelle rebelle aux éditions Fayard. Également une autre biographie, Romy, une longue nuit de silence sur Romy Schneider. Et enfin, vous êtes à l'initiative de ce livre collectif intitulé Pour l'amour de Beyrouth, dans lequel sont intervenus de très nombreux artistes et personnes de la vie publique, parmi lesquelles Jean-Marie Leclésio, Laurent Godet, Tahar Benjeloun, Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Marie-Agnès Gillot et j'en passe. Un livre qui est, dont d'ailleurs le financement contribue à aider localement à Beyrouth. Vous nous en parlerez tout à l'heure. À votre droit, Diane Mazloum, vous êtes écrivain, vous êtes également artiste plasticienne. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Beyrouth la nuit, L'âge d'or chez Lattès, ainsi que votre dernier roman en date, Une piscine dans le désert, publié aux éditions Lattès, qui se situe, devinez où, au Liban. Et nous en reparlerons. Enfin, à côté de vous, quelqu'un que les habitants de Caen devraient reconnaître, en tout cas je l'espère, puisque c'est le directeur de l'IMEC, Albert Dichy, le directeur littéraire de l'IMEC, Albert Dichy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, m'a-t-on dit, spécialiste de littérature libanaise. Vous êtes originaire du Liban en tout cas. Vous êtes le coéditeur de Jean Genet à la Pléiade, mais surtout récemment vous avez publié un livre intitulé Beyrouth in situ, aux éditions de l'École des Beaux-Arts de Paris. Vous nous en direz un mot dans un instant. Enfin, vous ne pouvez pas la voir sur le plateau à proprement parler, mais vous pouvez la voir sur vos écrans. Leïla Dakli. Leïla Dakli, vous êtes chercheuse au CNRS, historienne du monde arabe contemporain. Vous êtes l'auteur, en tout cas parmi d'autres ouvrages, de Histoire du Proche-Orient contemporain, publié aux éditions de la Découverte, ainsi que de L'Esprit de la révolte, publié aux éditions du Seuil. Je pense que vous pourrez nous apporter un éclairage très intéressant qui nous permettra peut-être de nous fondre dans le décor de ce pays que tout le monde pense connaître. Et il me semble que l'on ne connaît pas si bien que ça, en tout cas quand on n'a pas eu la chance d'y séjourner. Leïla Dakli, je disais qu'on aurait besoin de votre éclairage sur un plan d'abord peut-être historique et géographique. Qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité du Liban dans cette région? Si spécificité il y a, qui pourrait éventuellement, alors je sais que la question est vaste et je vous laisserai le soin ensuite de la resserrer, mais qui ferait que les événements que l'on a suivis aux informations ces dernières années ont pu arriver au Liban, à Beyrouth? Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Et merci pour avoir organisé cette discussion, que je pense très importante. En effet, vous me posez une question extrêmement vaste et peut-être que je vais commencer par la séparer en deux, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la causalité. Qu'est-ce qui fait du Liban un pays spécifique et qu'est-ce qui explique ce qui arrive en ce moment? Alors sa spécificité, elle est en effet forgée historiquement, probablement. On peut, sans vouloir remonter à des temps trop anciens, qui fabriquerait une sorte de généalogie mythique du Liban dans son histoire contemporaine. Pour ce que je connais le moins mal, les frontières du Liban ont été dessinées avec ce qu'on sait de la région, c'est-à-dire les découpages qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. Mais le Liban avait déjà eu un statut particulier, en tout cas le mont Liban, une partie du Liban actuel, avait un statut particulier à l'intérieur de l'Empire ottoman depuis la guerre de Crimée et depuis les affrontements confessionnels du milieu du 19e siècle. Je ne vais pas remonter jusque-là, mais simplement pour dire
que le projet Liban s'est forgé à partir d'une autonomie d'une petite région à majorité chrétienne, il faudra revenir là-dessus, et ensuite l'État, ce qu'on appelait à l'époque l'État du Grand Liban, a été proclamé en 1920 à partir de la résidence des Pins, c'est-à-dire ce qui est actuellement l'ambassade de France et qui était alors le proto-espace pour le mandat français qui s'installait. Et cet État du Grand Liban, il comprend le Mont Liban et la frange, disons, littorale, donc le port de Beyrouth en particulier, et une frange, disons, un peu sur le nord et un peu sur le sud, c'est-à-dire les montagnes du Chouf et du Jebel Ramel au sud, et la plaine de Tripoli au nord. Et donc des communautés qui, là, sont en majorité musulmanes. On voit d'emblée quelle est l'une des spécificités, disons, de ce territoire, c'est qu'il est multiconfessionnel, et que cette multiconfessionnalité, elle a trouvé ses modalités de coexistence pendant l'Empire ottoman, et puis elle s'est transformée au moment où l'État libanais s'est constitué, en particulier en établissant une sorte de pacte confessionnel sur lequel l'État du Grand Liban, enfin l'État libanais aujourd'hui, repose toujours plus ou moins avec des adaptations. Hein. Donc c'est un peu difficile de survoler comme ça l'histoire du pays. Hein. Comme vous le savez, c'est aussi un pays qui a connu l'une des plus longues guerres civiles de la période contemporaine dans la région. Guerre civile dont on dit souvent qu'elle est confessionnelle, qu'elle repose aussi sur cette histoire de tension confessionnelle, mais qui a des racines aussi tout aussi bien géopolitiques, strictement idéologiques, territoriales, et bien plus complexe en tout cas pas résumable uniquement à des affrontements entre confessions, entre appartenances confessionnelles. La région aussi, le Liban a été longtemps convoité par ses voisins. Il faut rajouter à ça, hein, bien sûr, au sud, hein, il y a la question de la frontière avec l'État d'Israël, mais il y a aussi la question lancinante, hein, depuis le mandat, de l'unité de la Grande Syrie, hein, donc la Syrie qui considère il y a en effet une Syrie historique, disons, qu'on appelle Bilad Sham au moment de l'Empire ottoman, qui comprend la Syrie, le Liban et une partie de la Palestine, et à partir sur laquelle une partie de l'idéologie pan-arabe s'est appuyée pour réclamer l'unification de ces territoires. Donc on voit bien que c'est un espace qui est d'emblée pressé de chaque part et qui construit son autonomie et sur une identité qui est très plurielle et qui est très multiple, ce qui la rend à la fois extrêmement passionnante et très fragile parfois. Je ne voudrais pas monopoliser la scène. Non. Je ne suis même pas arrivée au temps. Non, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Et merci de vous être prêté à cet exercice assez vertigineux qui était de résumer en quelques mots quelque chose de difficilement résumable. Mais vous parliez tout à l'heure de multiples confessions. On parle de combien à peu près ? Là, vous me posez une colle parce que je ne saurais pas dire. 17. Albert Dichy me dit 17. Ouais. Sachant que certaines communautés ont disparu. Il y a de multiples. À chaque fois qu'on a une confession, on a les scissions diverses historiques à l'intérieur des confessions. Hein. Si vous prenez chez les catholiques, par exemple, il y a différentes sectes catholiques, dont certaines ensuite rejoignent ou ne rejoignent pas l'allégeance du Vatican, donc deviennent ou ne deviennent pas uniates. Vous avez toute une série de subdivisions à l'intérieur des grandes familles, disons, orthodoxes, catholiques, musulmanes sunnites, musulmanes chiites, druzes. Voilà, si on a ces grandes familles, puis à l'intérieur de ces grandes familles, on a encore différentes sectes à l'intérieur de ces confessions. Donc oui, je dirais une quinzaine, oui, 17, ça peut être le chiffre juste, en effet, c'est celles qui sont reconnues probablement.
Sarah Briand, je me tourne vers vous. J'évoquais tout à l'heure votre livre Pour l'amour de Beyrouth, un livre collectif qui trouve sa triste source au 4 août 2020, 18h07 très précisément. C'est même inscrit à l'arrière du livre. Vous avez demandé à de très nombreuses personnalités de tous les univers possibles et imaginables, à savoir des comédiens comme Fanny Ardant, un musicien comme Renaud Capuçon, je pense à Boris Cyrulnik, Marie-Agnès Gillot, mais aussi évidemment des écrivains, Jean-Marie Leclésio, Marc Lambron, Sharif Majdalani, Diane Mazloum, ici présente, de témoigner. Alors, je vais vous laisser plutôt me dire quelle était exactement votre attente quand vous avez proposé ce collectif à votre éditeur. Oui, effectivement, le 4 août, comme beaucoup de gens attachés au Liban, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette image assez effroyable de l'explosion dans le port de Beyrouth. C'est une image qui m'a beaucoup choquée. J'ai vécu plusieurs années à Beyrouth. J'ai un attachement particulier à ce pays et c'est vrai que j'avais encore jamais vu ça. J'ai tout de suite compris que quelque chose d'extrêmement grave, évidemment, venait de se passer. Et passer le choc des images, des nouvelles de mes amis, de mes proches et des destructions à la fois physiques de cette ville qui était entièrement détruite sous nos yeux et des ravages psychologiques tout de suite qui arrivaient dans la population et des blessures même physiques. J'ai beaucoup d'amis qui avaient perdu leurs doigts, qui se protégeaient des explosions, qui ont survécu au drame. C'était effroyable. Et donc passer tout ça, en étant journaliste en plus, on a des équipes qui étaient sur place, il y avait beaucoup de reportages évidemment, ça a été une couverture mondiale pour le coup. Et je me suis dit dans les jours qui ont suivi que passer toutes ces images, que les reportages allaient évidemment devenir de plus en plus rares et qu'on allait peut-être oublier le Liban. Et donc j'avais envie de faire vivre aussi cette ville à travers des textes et de donner la parole aussi à des gens d'univers différents mais qui avaient connu cette ville, donc pas seulement à travers juste un voyage ou autre, mais qui l'avaient vraiment ressenti dans leur chair, qui avaient passé du temps, qui avaient, comme je le dis, aimé, qui avaient vécu, certains pour qui c'était un paradis perdu, comme Louis Chédid, qui parle de cette ville comme la ville de son enfance et qui ne l'a jamais retrouvée. D'autres, au contraire, qui avaient envie d'adresser un cri de colère ou une lettre à son fils, comme l'a fait Diane, qui a écrit un très beau texte. Et c'était une façon de faire exister cette ville et surtout aussi de faire connaître à tous ceux qui ne la connaissaient pas ce qu'elle était dans toutes ses facettes. Donc voilà, j'ai voulu donner la parole et proposer des regards très différents d'artistes, mais aussi de personnalités diverses. Sous toutes ces facettes me semble être un phrase clé, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte de chant d'amour au Liban, mais il y a aussi un regard acéré, parfois critique, qui est aussi celui de l'amour, mais qui est celui de comment en est-on arrivé là. C'est-à-dire, il y a des témoignages dans ce livre qui n'y vont pas par quatre chemins et qui disent, qui mettent le Liban, j'allais dire, c'est dur à dire pour quelqu'un, vous voyez, le lapsus, pour une ville que nous aimons tant, mais de la mettre face à ses responsabilités d'une certaine manière. Oui, j'ai proposé en fait, j'ai laissé toutes ces personnes libres d'écrire ce qu'elles voulaient sur Beyrouth et de raconter ce lien affectif en fait qu'elles avaient avec cette ville. Et j'ai eu peur à un moment donné en me disant, on est quelques jours après, c'était fin septembre, après le mois d'août, que ce soit simplement des cris de colère parce que tout le monde était en colère à ce moment-là. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que les textes se répondent. Il y a des textes, comme je le disais, il y a Amin Malouf qui a fait une prière pour le Liban, donc qui prend beaucoup de recul et de hauteur et qui raconte ce pays en adressant une prière pour que ce pays renaisse et se redresse comme il l'a fait au cours des siècles, parce que c'est une ville qu'on surnomme le Phénix, qui s'est toujours relevée. Mais là, on sent beaucoup, encore aujourd'hui, non seulement de la colère, de la désespérance, vraiment un profond désespoir, ce que je n'avais jamais ressenti dans la population. De la désillusion peut-être. Oui, de la désillusion, et de se dire que cette fois-ci, c'était peut-être la goutte d'eau, justement, dans la Méditerranée en trop, que ce pays peut-être ne se relèverait jamais. Et c'est encore l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui. Et finalement, oui, ce sont des textes à la fois avec beaucoup de colère, parce qu'il y a beaucoup de demandes des comptes aussi de tout ce qui s'est passé. Et puis d'autres le disent avec des mots et inscrivent aussi, c'est le pouvoir aussi de la littérature peut-être, arrive à donner, à mettre des mots sur une ville qui, comme ça, au cours du temps, a été détruite, reconstruite, et voilà, essayer de l'enfermer finalement dans un texte et de faire passer aussi ce lien, vraiment, je dis, ce lien affectif, mais c'est cette sorte d'intimité que chacun a avec sa ville, parce qu'il y a 1000 facettes à Beyrouth et
beaucoup de gens peuvent traverser cette ville, n'auront jamais le même ressenti. Chacun a une histoire très personnelle, de par son histoire, de par son vécu. Ceux qui sont partis en France, qui sont revenus, qui l'ont vécu dans leur chair, d'autres qui y vivent encore. Donc on n'a pas le même regard forcément quand on traverse cette ville ou quand on y vit au quotidien. Diane Mazloum, vous avez donc contribué à ce livre à travers un très très beau texte, une lettre adressée à votre fils Adrien. Si vous le permettez, je voudrais juste lire un paragraphe qui me permettra ensuite de vous poser une question. Vous dites « Le pays brûle et pourtant, cette nuit, avec les premières pluies de l'automne, voilà peut-être un énième miracle libanais. Le mérite-t-on ? Brûle, Liban, brûle, et qu'on en finisse de cette souillure, de l'eau infecte et de tes ordures. Brûle et ne laisse que de la terre entre nos dents et sous nos ongles. Alors seulement nous sera donnée la chance de nous construire. » Je parlais tout à l'heure on parlait de cette colère aussi, mais qui est une colère d'amour, hein, qui est une colère de la désillusion pour celui qu'on a tant aimé, ou celle qu'on a tant aimé. Il y a quand même cette idée, même si la phrase peut paraître assez dure, quand vous dites « brûle », il y a quelque chose d'extrêmement violent, et simultanément, vous parlez de la terre qui reste entre les ongles. Il y a d'autres textes dans lesquels on dit que le Liban, ça n'est pas la ville. Le Beyrouth, ça n'est pas la ville, ce sont les gens. Est-ce que, malgré cette colère, malgré cette désillusion, vous avez encore de l'espoir pour le Liban et pour Beyrouth, Diane Mazloum? C'est très compliqué. En fait, toute la question est là en ce moment. Personnellement, je ne sais plus si j'aimerais dire que j'ai encore de l'espoir, mais je n'ai jamais atteint un degré de désespoir aussi vraiment bas, et qui est influencé aussi par un entourage, par mon entourage. Toute ma famille est au Liban, mes amis, et aussi, ils ont atteint, disons, ils sont vraiment... Voilà, on a atteint... on a toujours eu de l'espoir, on a toujours eu une forme d'insouciance, on a toujours eu une confiance qu'Albert connaît très bien, une confiance qu'on n'arrive pas à expliquer d'où elle nous vient, parce que vraiment, sur quoi est-ce qu'on peut... On ne sait même plus sur quoi s'appuyer. Et là, il y a quelque chose de vraiment... menacée. Lors de mon dernier séjour, je disais à Albert, j'ai vraiment senti que quelque chose nous a échappé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas pu retenir. Et là, maintenant, vraiment, on est dans le flou, on ne sait pas. Il n'y a aucune certitude, aucune intuition. Vous étiez donc au Liban, à Beyrouth, très précisément le 4 août 2020. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de témoigner de ce moment, de ce jour? Que s'est-il passé pour vous, en tout cas? Oui, je venais d'arriver à Beyrouth avec mon fils, ça faisait 3 jours. Et comme tout le monde, c'était... Alors en l'occurrence, je m'apprêtais à sortir de chez moi pour aller chercher mon fils qui était chez ma sœur au centre-ville. Donc... j'étais chez mes parents à un peu plus d'1 kilomètre du port et mon fils à 1 kilomètre du port au centre-ville. Et voilà, tout d'un coup, on a été pris... Enfin, moi, j'ai entendu comme un bruit de fond venir vraiment des entrailles. Oui, j'ai cru que c'était un tremblement de terre, mais en fait, ça n'avait pas l'air d'un tremblement de terre parce qu'il y a eu une explosion. Et j'étais à l'intérieur, vraiment à l'intérieur, donc je n'ai rien vu. J'étais dans la salle de bain, je me coiffais, je n'ai rien vu en provenance des fenêtres, mais j'ai quand même été projetée. Et là, je me suis retrouvée dans un fracas de portes arrachées, de verres, de vitres, de baies vitrées. Et en fait, je n'ai même pas pensé à mon fils parce que j'ai cru que c'était une bombe qui est tombée sur l'immeuble. Et c'est ce que toutes les personnes sur un rayon de 10-15 km ont cru, jusqu'à même 15 km, qu'une bombe tombait sur leur immeuble. Donc moi, j'ai tout de suite pensé que mon fils était en sécurité. Puis par la suite, on a compris... D'abord, se relever, en fait, on se relève d'un décor de destruction totale. L'appartement était complètement à terre, et puis après, on découvre que tout le monde est dans le même cas. Et on se dit que vraiment, on l'a échappé. Alors tout le monde pourra témoigner, toutes les personnes situées sur un rayon de 3 km,
à employer le mot miracle. À quelques secondes ou quelques centimètres près, ils peuvent raconter comment ils ont échappé à la mort ou à des blessures extrêmement graves. Et puis après, quand on a découvert ces images, là aussi c'est un deuxième choc, parce que moi, ces images de ce nuage qui arrive comme ça, chaque fois, ne me quitte plus. Jusqu'à maintenant, j'en rêve. C'est-à-dire, je me dis, voilà, pendant que j'étais dans la salle de bain, il y avait ce nuage qui approchait, ce nuage impressionnant qui était en train d'arriver, ce souffle. Bon, moi, je me suis sentie trahie personnellement. C'est là où il y a quelque chose qui s'est brisé en moi vis-à-vis du Liban et de ma relation au Liban. J'ai essayé de récupérer un peu, mais jusqu'à maintenant, déjà, c'était pas une relation très facile parce que bon, enfin voilà, je suis pas née au Liban. Alors pas oui, grandi c'est au important Liban. quand même de le dire. Vous êtes née à Paris, vous avez grandi à Rome. J'ai grandi à Rome. Mais vous avez toujours eu un lien fil d'Ariane très fort avec oui, parce que le Liban. Mes parents m'ont toujours emmenée au Liban depuis que je suis petite, même jusqu'à même pendant qu'il y avait encore la guerre au Liban, pendant la guerre civile. Donc mon imaginaire d'enfant a été frappé par le Liban et c'est là où j'ai vraiment construit quelque chose de très fort par cette absence et en même temps le fait d'y aller. Et donc voilà, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, disons, pardon, excusez-moi pour l'expression. Non, on en a tous un, vous inquiétez pas. Et au Liban, on ne m'a jamais pris pour une vraie Libanaise, je ne sais pas, je sais à peine parler le libanais, je n'écris pas, je ne lis pas l'arabe. Et encore, on me ressort le fait que je ne suis pas née au Liban, que je n'ai pas grandi au Liban. Donc. Et là, vraiment, donc, il y a eu, surtout venant après ces soulèvements du 17 octobre, là, c'était vraiment, c'est juste pas possible. Venant après ces soulèvements qui nous ont remplis d'espoir, mais qui n'ont pas vraiment abouti à ce qu'on souhaitait. Et puis venant aussi après l'effondrement, tout de suite après ce soulèvement, au lieu que le système s'effondre, c'est le pays qui s'est effondré. Donc vraiment, là, c'était la triple et quadruple peine. Donc, bon. Albert Dichy, je demandais à Diane de préciser d'où elle vient et quel rapport elle entretient avec le Liban, parce que j'avais aussi envie de vous poser la même question. Vous vivez en France, vous êtes originaire du Liban. Quel lien entretenez-vous? Est-ce que vous aussi, vous avez un fil d'Ariane qui vous garde accroché, attaché au Liban? Je suis né au Liban, j'ai vécu les 23 premières années de ma vie au Liban. Donc pour moi, c'est le pays où j'ai... le pays de l'enfance. Je suis formé, c'est le pays de mon enfance, c'est le pays où j'ai appris le monde et j'ai eu mes premiers amours. Et donc je ne suis parti qu'ensuite, donc au moment où ce qu'on appelle la guerre civile, au fond de 75, je suis parti à la fin de l'année. En pensant que je n'allais rester que quelques mois à Paris. J'étais fou de joie d'arriver à Paris. Je me suis dit, je vais avoir quelques mois à Paris. Et j'y suis encore. Mon rapport au Liban, c'est un rapport total. C'est-à-dire que je me sens absolument aussi libanais que français. Ou aussi peu libanais qu'aussi peu français, je ne sais pas, mais je suis entre les deux, disons. Et bon, j'écoutais Diane raconter au fond ce qui s'est passé ce 4 août. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Liban et Beyrouth est la capitale d'un pays mondial. Il y a des Libanais dans le monde entier. Et je pense que tout le monde, tous les Libanais du monde entier, tous les gens qui aiment le Liban ont entendu l'explosion du 4 août. Et je sais que moi-même, j'étais en Provence le 4 août, dans le soleil de l'été, et l'été a été obscurci pour moi. Ce qui s'est passé a été terrible. Je suis les histoires, ce qui arrive au Liban depuis que j'en suis parti. Donc il y a eu depuis 1975 1000 malheurs. Mais jamais le malheur n'a été
à ce point profond, je pense. Et je pense que je trouve très beau que vous ayez appelé ce livre Pour l'amour de Beyrouth, parce que, au fond, ce qui s'est passé le 4 août, c'est que c'est l'amour qui a été blessé. L'amour qui était la chose qui paraissait la plus indéracinable au Liban. C'est-à-dire l'amour des Libanais pour le Liban était... Ce dont témoignait Diane à l'instant. Et c'est cet amour-là qui a été blessé. Il y a quelque chose qui vient peut-être du fait aussi que pendant longtemps, le Liban a attribué ses malheurs aux autres, aux étrangers, au drame Israël-Palestine, aux pays arabes. Et là, même si, bien entendu, ce qui s'est passé au Liban est au cœur d'une fracture qui traverse tout le monde arabe, mais quand même, le gouvernement libanais, qui est élu démocratiquement, est constitué de Libanais. Et ce qui est arrivé, c'est la responsabilité du Liban. Et je pense que quelque chose a été touché là, très profondément, avec je dirais, c'est même pas une corruption qui a atteint un degré inimaginable depuis une vingtaine d'années. C'est assez récent. Ce n'est plus de la corruption, c'est du pillage. Je veux dire, je voudrais rappeler, parce que il se trouve que j'étais dans la même école que le directeur de la banque libanaise aujourd'hui, Riyad Salamé. C'est quelqu'un qui avait été accueilli comme un sauveur, un grand économiste. Il est directeur de la Banque du Liban depuis 1993. Une enquête en Suisse a révélé, elle reste encore à prouver bien entendu, qu'il possède un compte de 400 millions de dollars en Suisse. 400 millions de dollars. On n'est plus dans la corruption. On est dans le pillage du pays. Et là, c'est un Libanais. Nous avons grandi, on est de la même génération, on a grandi ensemble. Là, il s'est passé quelque chose qui a fracturé le cœur du Liban, avec aussi cette autre chose qui est effrayante aujourd'hui au Liban, c'est qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné par l'Iran et qui est « rien ne bouge ». Rien ne bouge. C'est-à-dire que les protestations les plus véhémentes peuvent soulever la rue libanaise. Le peuple entier peut se soulever. Les interventions de l'Occident, avec notamment celle d'Emmanuel Macron au Liban, la visite qu'il a faite, qui a redonné un peu courage ou espoir au pire moment, mais, ou celle de l'Amérique, rien ne fait bouger les choses. Je veux dire, le gouvernement est toujours en place. Et pour le moment, il est dissous, mais les gens qui dirigent le Liban sont toujours en place. Le directeur de la banque libanaise est toujours en place. Rien ne bouge et on laisse faire. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus désespérantes au monde, quoi. Que le pays lui-même n'a plus prise sur son propre destin. Leïla Dakli, si vous permettez, je voudrais lire un petit extrait du livre Pour l'amour de Beyrouth et vous faire réagir ensuite. C'est le passage qui a été écrit, Sarah, par Patrick Chauvel, journaliste, photographe, documentariste et écrivain, qui emprunte d'ailleurs pour le titre de son texte une phrase d'Amin Malouf, l'identité meurtrière, et qui commence ainsi: à qui la faute? Voilà déjà la question qui revenait en 1975 au début de la guerre civile. Ce ne sont pas les Libanais qui veulent la guerre, ce sont les forces étrangères. Cette phrase, je l'ai entendue tant de fois des deux côtés du No Man's Land, la fameuse ligne verte qui coupait Beyrouth en deux, séparant musulmans et chrétiens. Tous me parlaient de complot, c'était leur point commun. Ils étaient tous victimes des autres. Eux, ils étaient différents, ils étaient libanais. Et donc là, je fais une énorme parenthèse pour aller à la fin de ce texte où Patrick Chauvel termine en disant... après un moment de stupeur, les Libanais sont descendus dans la rue et ont commencé à s'entraider, déterminés à reprendre en main leur pays sans l'aide de leur gouvernement qui, depuis des années, ne cherche qu'à se maintenir en place au détriment de la population prise en otage depuis 45 ans par des politiciens véreux qui jouent sur le vote identitaire. Ces identités meurtrières, comme le dit l'écrivain libanais Amin Malouf, les Libanais aiment
tellement leur pays qu'ils vivent dans le déni d'une réalité qui les poursuit depuis 1975. Peut-être qu'il y a trop de gens qui aiment ce pays. Point d'interrogation. Leïla Dakhli, je parlais tout à l'heure en tout début où je vous avais posé une colle de redéfinir un petit peu la spécificité du Liban, mais avez-vous l'impression que dans ce texte, on a une infime partie de la réponse de cette spécificité, c'est-à-dire ce pays qui est tant aimé qu'il en devient mythologique, mais qui du coup génère aussi du déni par rapport à certaines responsabilités? Il y a une partie de la réponse, mais il y a aussi une partie des discours récurrents. Et peut-être qu'il faudrait sortir de ce mot spécificité pour essayer de comprendre ce qui se passe au Liban, justement en essayant d'en faire un pays comme les autres. Parce que si, en effet, on a toujours cette distance, cet écart assez fascinant entre le fait que les choses arrivent malgré les Libanais et que pourtant les Libanais sont acteurs de leur malheur. Donc la colère en même temps que le désespoir et en même temps que les profiteurs de guerre. Donc cette scène qu'on ne cesse de décrire d'une certaine manière et qui peut-être a atteint une certaine une acmé avec le 4 août, pourquoi elle se répète en tout cas dans le discours, autant. Moi, j'ai tendance à penser que dans une certaine mesure, il y avait une partie des réponses qui étaient esquissées dans plusieurs mouvements populaires qui ont lieu au Liban ces derniers temps, et bien sûr à commencer par le mouvement de l'automne d'octobre 2019, juste avant la crise, ou avec la crise, comment le dire. Qu'est-ce qui se disait à ce moment-là et qu'est-ce qui chemine en fait avec ça? C'est pas simplement l'histoire du Liban isolé de son contexte, c'est l'histoire du Liban dans la région. On est dans une région où en effet ces niveaux de corruption tels qu'ils viennent d'être décrits ou de pillage des pays ont pris des proportions énorme. Souvenez-vous qu'en même temps que le mouvement à Beyrouth et au Liban avait lieu, en même temps en Irak, un soulèvement disait exactement la même chose. Et souvenez-vous aussi que quand on a reconstruit l'Irak sous la houlette des États-Unis, on travaillait à un modèle à la libanaise. Que donc dans la doxa, y compris de ce qu'on appelle une reconstruction, de ce qu'on appelle dans les relations internationales, il y a un modèle libanais. Pour quiconque connaît le système libanais, il est particulièrement ahurissant d'imaginer qu'on va, par exemple, dans des pays d'Afrique, prôner un modèle libanais de coexistence dont on sait qu'il fonctionne sur du clientélisme, dont on sait qu'il fonctionne sur toute une série de modalités qui, j'allais dire, presque intrinsèquement, ou en tout cas ont montré qu'elle provoquait de la corruption. En tout cas, c'était le meilleur moyen pour que les élites politiques deviennent des élites clientélistes, s'appuient sur des réseaux semi-mafieux et finalement se soucient comme d'une guigne de la question de l'État, ou de la question des services publics, ou de la question du maintien d'une quelconque solidarité nationale. Et donc on est vraiment sur une question qui est une question paradigmatique et qui ne concerne pas uniquement le Liban et qui devient une question, qui est une question très très forte des États de la région. Et donc quand on parle de corruption et qu'on focalise sur les élites politiques, je l'entends très bien et je pense que c'est extrêmement important, et ça a été redit, de dénoncer cela. Mais bien souvent, il y a aussi une sorte d'unanimisme nationaliste qui prône la coexistence, qui a une sorte de vision un peu idéale de cette possibilité de la coexistence et qui, dans une certaine mesure, refuse de voir que le pays est un pays aussi socialement extrêmement clivé, régionalement et socialement extrêmement clivé. Il faut se souvenir que Beyrouth est une ville de réfugiés au départ, que c'est une ville qui a été construite par les réfugiés justement des massacres confessionnels après 1860, mais aussi par des migrants qui venaient du sud de l'Europe à l'époque, des Italiens, des Grecs, à la recherche de travail. Donc c'est une ville qui a d'emblée
cette dimension, disons, prolétarienne qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui après la reconstruction des années 90 et espèce de vitrine qui a été construite après la guerre. Et toute cette tension sous-jacente, cette tension sociale sous-jacente, elle a très peu d'occasion d'être rendue visible dans les manifestations politiques, puisque ces manifestations politiques, elles sont sans cesse mises sous la bannière des identités, alors déchirées, conflictuelles, des diverses alliances dont à chaque fois on se surprend à être surpris. Hein, on se dit, tiens, alors maintenant les maronistes sont avec le Hezbollah, oui, alors demain ça sera les sunnites. Voilà. Donc on joue à un jeu politique qui, dans une grande partie, à mon sens, recouvre des tensions sociales fortes. Hein. On a vu récemment aussi avec la crise économique comment toutes les employées de maison se sont retrouvées jetées à la rue du jour au lendemain et ont pu construire avec le soutien de certains militants des mouvements pour les représenter alors qu'elles étaient des invisibles des invisibles. C'est le cas aussi bien sûr des réfugiés de la guerre syrienne, hein, et on pourrait décliner cela de multiples manières, hein, sur des territoires aussi. Hein. À l'automne 2019, on semblait découvrir que finalement le Liban, c'était pas que Beyrouth, mais qu'il y avait beaucoup d'expressions sociales qui émanaient de la ville de Tripoli par exemple, mais aussi de petits villages qui revendiquaient aussi des économies qui voulaient cesser d'être la poubelle du Liban par exemple, hein, puisqu'on parle beaucoup d'ordures dans ces mouvements libanais. Donc ce que je pense, hein, c'est que pour desserrer un peu les taux de cette inextricable colère et cette volonté d'être tous ensemble, il faut aussi parfois regarder la société telle qu'elle est et accepter aussi ces découpages, disons, plus classiques, hein, plus horizontaux, qui dénoncent très très clairement la faillite de l'État, ça c'est incontestable, et qui montrent aussi à quel point le système est construit sur de la domination sociale, mais sous une forme extrême de domination sociale. Sarah Briand, est-ce que vous avez l'impression, toujours dans la continuité hein, de ce texte, de cet extrait que j'ai lu, mais aussi de ce que vient de dire Leïla Dakli, qu'on a quand même tendance, et alors c'est valable, je pense aussi bien pour les Libanais eux-mêmes que pour nous qui regardons de l'extérieur, à enfermer le Liban dans des images idéalisées. Hein, je parlais tout à l'heure de mythologie. Alors dans les années 70, c'était la Suisse du Moyen-Orient. On parle de villes cosmopolites. L'autre jour, je parlais avec Albert Diffie, je me disais, mais voilà, c'est comme Constantinople à une autre époque, ou comme l'a été le Caire, comme a été Izmir. Alors c'est très bien, et probablement que c'est aussi cela, mais est-ce que ça n'a pas été aussi un piège doré, un joli piège, un joli rêve, qui a empêché le pays finalement de regarder là où c'était, de regarder les poubelles? Oui, et puis en plus c'est vrai qu'on a été baigné par Le Voyage en Orient de Lamartine, de Gérard de Nerval, qui a construit aussi cette mythologie de cette ville effectivement ouverte sur la Méditerranée, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, Albert Diffie, ce qui est intéressant, c'est que cette ville existe aujourd'hui par finalement aussi cette diaspora libanaise qui en fait une spécificité. Mais il y a une crise économique, là, on parlait de ça, de ces identités meurtrières, etc. Ce qui a toujours été difficile aussi avec le Liban, c'est qu'il y a eu une sorte de cohésion aussi. C'est très difficile de parler du peuple libanais. Il n'y a pas cette notion de nation comme elle existe dans d'autres pays démocratiques. Et il y a toujours eu une sorte de cohésion lorsqu'il y avait un ennemi extérieur, en fait, lorsqu'il y a contre Israël, contre la Syrie. Il y a une sorte de cohésion à la fois qui se fait dans la violence, et voilà, exactement, avec un ennemi extérieur. Là, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le pays doit puiser en lui-même effectivement les ressources pour pouvoir construire une nation déjà, je pense, un système politique, etc. Et c'est vrai que c'est difficile, le pays aussi se laisse enfermer par ça parce que il y a cette difficulté déjà économique, etc. Et il n'y a pas cette... Il y a, je pense aussi, comme vous le disiez, cette notion de résilience en fait, qu'on attribue aussi aux Libanais en se disant finalement, ils s'en sont toujours sortis. Il y a eu la guerre de 75, il y a eu 96, l'opération Raisin de la colère, moi que j'ai vécu quand j'étais au Liban, 2006, la crise des réfugiés. Il ne faut pas oublier qu'il y a
une personne sur 4 actuellement au Liban qui est réfugié syrien. Donc il y a toujours eu ce côté où on disait bon, le Liban s'en est toujours sorti finalement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, il y a une sorte de résilience. Et en fait, non, c'est pas le cas. Là, on sent un peuple qui est désespéré, qui n'arrive pas à vivre au quotidien. J'ai encore eu des amis hier, moi, qui n'arrivent pas à trouver ne serait-ce que du lait infantile. Le prix d'un kilo de citron qui était à 2 € se retrouve à 15 € avec la dévaluation de la monnaie. C'est extrêmement difficile au quotidien. Donc il y a à la fois ce temps quotidien là qui est difficile à gérer et ce temps démocratique aussi où il y avait eu un espoir avec ces manifestations et finalement cet esprit de société civile qui pourrait peut-être aussi construire un autre Liban. Et on voit que là, il y avait beaucoup d'attentes aussi véritablement de la France. Comme vous le disiez, Emmanuel Macron est venu 2 fois au Liban. Il y avait une grosse attente qui est aujourd'hui complètement déçue aussi. Donc là, actuellement, c'est vrai que, Albert Dichy en parlera mieux que moi, mais on ne voit pas trop quelles sont les perspectives aujourd'hui Albert Dichy, vous les voyez passer. Vous parliez de la mythologie du Liban. Je dirais qu'au fond, au Liban, il faut tout changer sauf la mythologie. C'est-à-dire que le Liban est un pays qui est fait de cette disparité de communautés. Être libanais, c'est d'abord une chose, apprendre à composer. On est avec d'autres personnes, d'autres communautés, et si on perd l'idée que le pays se partage et être libanais, c'est partager cette notion avec des gens différents de soi, le pays n'existe plus. On est dans un pays comme un autre. Le Liban n'est pas tout à fait un pays comme un autre. C'est le seul pays du monde arabe où les chrétiens ne sont pas une minorité. Même si numériquement ils sont aujourd'hui moins nombreux, mais c'est un pays mixte. C'est un pays qui est entre 2 mondes et qui oblige à composer non seulement d'une confession à l'autre, mais à l'intérieur des confessions aujourd'hui, tout le problème vient de là. C'est plutôt ce qui fait aujourd'hui le malheur actuel du Liban, c'est aussi cette grande fracture qui traverse le monde musulman et qui est celle du monde chiite et du monde sunnite. Et c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui fait aujourd'hui le malheur du Liban. Mais le Liban, c'est d'abord composé avec d'autres. Donc là, le fait que le Liban soit effectivement un pays qui boite toujours, qui est toujours un peu entre 2 choses, c'est constitutif du Liban. Donc, il faut tout changer. Il faut changer le système, le confessionnalisme du Liban, qui a été quand même, au départ, la possibilité d'un pays, qui a été au départ le fait que les communautés soient représentées dans l'ensemble identitaire et qui a donc permis une existence relativement pacifique, pendant un certain temps, doit aujourd'hui être revue complètement. On voit bien la faillite et à quoi ça aboutit, mais l'idée qu'on doit être dans un mode de composition permanente, de dialogue, de partage, il faut pas l'abandonner. Diane Mazloum, vous avez parlé tout à l'heure de ce sentiment de trahison, mais moi qui vous connais depuis un certain temps, je sais à quel point vous aimez le Liban et la trahison que vous avez ressentie est à l'aune de votre amour. Parce que je parlais du fil d'Ariane qui vous rattache au Liban, vous qui n'y êtes pas né, vous qui disiez tout à l'heure regretter ne pas savoir lire et écrire en libanais, qu'est-ce qui vous attache tant au Liban, au-delà des origines et des racines? Qu'est-ce qui fait que vous aimez tant Beyrouth plus particulièrement? C'est ce que disait Albert, c'est vraiment, en fait, toute cette mythologie, elle vient de quelque part. Et moi, depuis que je suis toute petite, la première chose qui m'a frappée au Liban en passant de Rome à Beyrouth, c'était vraiment
ces contrastes visuels, mais aussi contrastes beaucoup plus profonds, mais qui s'expriment à chaque instant, ces contrastes, ces contradictions, cette diversité, cette richesse, ce foisonnement de choses différentes, cette sensation de passer d'une rue à une autre, on est propulsé dans des univers complètement différents. Et donc, disons que ce qui rend ce lieu, disons, atmosphérique et singulier, et bon, particulier parce que c'est un ensemble de particularités, donc de spécificités, même si justement avant, Leïla disait que peut-être qu'on devrait commencer à y renoncer. En fait, moi, je souffrirais à l'idée d'y renoncer. C'est quelque chose que je veux vraiment et que je pourrais me battre pour essayer de les préserver et de préserver cette mythologie. Mais bien sûr, aujourd'hui, préserver cette mythologie, mais en ayant quand même un pays qui marche, qui marche comme les autres, un pays pas comme les autres, mais qui, mon Dieu, quand même marche comme les autres. On est au XXIe siècle, enfin, je sais pas, ça ne devrait pas être si sorcier que ça. Enfin, mais je ne sais pas comment. Mais on a évoqué la corruption, on a évoqué la problématique politique, etc. Concrètement, au quotidien, ma question n'est pas innocente, on en parlait hors antenne tout à l'heure, Sarah. Donnez-moi quelques exemples concrets de ceux qui ne marchent pas, comme vous dites, Diane. Oui, il y en a plein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'État, donc il n'y a toujours pas d'eau courante, il n'y a toujours pas d'électricité toute la journée. Il faut se rendre compte, avant l'explosion de Beyrouth, là on parle d'avant l'explosion. Mais c'est même pire que ça, rien que l'électricité, c'est un monde à part. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas d'électricité, c'est qu'il n'y en a pas, mais... Et on paye 2 factures d'électricité. Ouais. Alors, il faut expliquer. Donc, en fait, il y a un système parallèle, c'est bien ça. Donc, il y a le générateur. Il y a l'entreprise qui produit, enfin, qui est censée produire de l'électricité d'un côté. Mais en fait, chaque Libanais a son propre générateur, c'est bien cela? Oui, il y a donc l'électricité du Liban. Albert, tu pourras expliquer quelques heures par jour, on va dire. Quelques heures par jour, et qui aujourd'hui, bon là, ça fait quand même 3 mois que chaque semaine, on est menacé d'un blackout total. Bon, heureusement, je ne sais pas d'où ils réussissent à en trouver encore un peu de fuel. Les générateurs aussi. C'est devenu une mafia maintenant. Si ça s'arrête, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus gagner de l'argent, y compris chez les politiciens, bien sûr. L'électricité du Liban aussi, c'est un et dossier. L'eau courante, il n'y a pas d'eau courante. Donc Et l'eau... Et puis, il faut aussi parler de la crise économique qui touche le Liban aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai un ami qui est professeur à l'université Saint-Joseph, qui avait un salaire qui était l'équivalent de 2000, 2100 euros, et qui maintenant vit avec 400 euros. C'est-à-dire que il ne peut plus venir en France, il ne peut plus... Heureusement que la France a multiplié les interventions pour aider, par exemple, non seulement sur le plan alimentaire, sur le plan des structures, mais sur le plan culturel aussi, aider les écrivains, les artistes libanais à garder leurs liens en créant des bourses pour venir en France. Il y a actuellement avec des résidences. L'Institut français a créé un système d'urgence de résidence à l'IMEC, ici même en Normandie. Nous recevons 2 écrivains libanais bientôt. Donc il y a dans toute la France un réseau de choses qui sont dans l'art, dans l'écriture, dans la culture. On a vraiment besoin du lien avec l'Occident. Un pays qui se ferme sur lui-même, sa littérature et son art meurent. C'est soufflant. Donc là, il y a des initiatives pour créer cela. Et c'est aussi... Les Libanais ne peuvent plus sortir du Liban. Je veux dire, ils ne peuvent même plus se payer un billet d'avion. L'argent est bloqué en banque. L'argent est bloqué dans les banques. Oui. Ça, c'est vrai que c'est bien de rendre hommage aussi et je pense que c'est ce qui aide aussi les Libanais qui nous écoutent aussi là peut-être et qui sont au Liban, c'est de voir comme l'État libanais ne fait rien, il n'y a pas d'État, disons, toutes ces initiatives de différents pays. En France aussi, il y a beaucoup de mairies, de gens, des initiatives personnelles et d'associations aussi sur place qui ont participé même à la reconstruction physique. Là, nous, pour le livre, on reverse tout l'argent à une association qui grâce à des bénévoles, a reconstruit des immeubles. Là, ils ont reconstruit un quartier
quartier de 40 immeubles. Donc ça, ce sont des initiatives vraiment de la société civile, en fait. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à toutes les personnes qui ont distribué des repas. Ce qui signifie une fois de plus que la société civile vient en renfort des défaillances d'un système. Et pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Leïla Dakli, je me tourne vers vous parce que on a un petit peu remis en question la question de la spécificité, mais en réalité, moi je n'y vois aucune contradiction dans la mesure où la spécificité, elle est culturelle. Mais ce que vous disiez vous-même, Leïla, c'est que pour peut-être comprendre et réorganiser le pays sur un plan pratique, sur toutes ces choses du quotidien dont on parle, il faut l'aborder comme un pays qui justement n'est pas spécifique, mais est comme tous les pays du monde. C'était bien ça la différenciation. Oui. Je vais peut-être revenir sur cette histoire de mythologie. En somme, il y a des mythologies ouvertes et il y a des mythologies fermées. C'est ça la question, c'est-à-dire sur la même idée d'un pays où il y a de la coexistence entre des communautés, on peut construire une mythologie fermée qui bloque les issues et une mythologie ouverte qui permet par exemple d'accueillir les vagues successives de réfugiés qui sont installés dans ce pays et qui forment des nouvelles communautés et qui peuvent avoir aussi importé avec elles un certain nombre de problèmes, mais sont aussi, comme les autres vagues de réfugiés libanais, partie prenante de la vie de ce pays, au moins depuis 1948 pour ce qui concerne les Palestiniens, et puis depuis plus récemment en ce qui concerne les diverses communautés syriennes qui sont installées. Donc, comment prendre en charge aussi cette histoire-là? Ce que vous venez de décrire là, que cette solidarité, elle repose sur la société civile, mais là aussi, elle est d'une certaine manière relativement intrinsèque à un pays qui, comme d'autres, là aussi, c'est pas une sorte, ça ressemble par exemple à un modèle qui peut être le modèle grec, par exemple, à une diaspora extrêmement étendue dans le monde, on l'a dit, la moitié de sa population est ailleurs dans le monde, et on a vu à quel point cette diaspora, dans le cadre de la crise, avait pu jouer un rôle extrêmement important, parce qu'au fond, avec la dévaluation de la lire, c'est presque plus facile d'aider les Libanais, puisqu'avec quelques dollars, on peut faire plus que ce qu'on faisait avant. Donc ça concerne un pays, ça concerne du coup pas seulement ceux des Libanais qui avaient encore un autre passeport, avaient encore d'autres connexions très très serrées avec d'autres pays, mais ça peut concerner aussi une bonne partie de la classe moyenne, y compris de la petite classe moyenne qui a des soutiens à l'extérieur. Donc tout ça me paraît extrêmement important pour comprendre comment, ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire le pays se relève, c'est miraculeux, etc. En fait, il n'y a pas de miracle. C'est aussi à cause de ça que les miracles adviennent. C'est parce que c'est structuré, alors presque, je dirais, depuis la Première Guerre mondiale, ou même plus loin, depuis le 19e siècle, un système d'entraide qui repose aussi sur ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent servir de soupapes de sécurité. Ce que je voudrais juste dire et qui me semble important et qui a été, qui peut-être n'est pas assez vu à partir d'aujourd'hui, c'est par exemple quand on dit qu'il n'y a pas d'État au Liban, c'est quelque chose qu'on dit toujours. En fait, il y a un État, mais c'est un État extrêmement malfaisant. Mais il est là. Et sinon, on arriverait à peut-être le remplacer par quelque chose. Quand on dit que rien ne bouge, c'est vrai que rien ne bouge, mais c'est précisément en regardant les structurations de ce pouvoir et la manière dont ils se tiennent tous, et là j'insiste là-dessus, parce que là pour le coup on a une mythologie fermée. On est du côté d'un système confessionnel où on pense qu'il y a de l'aménagement, etc. Mais cet aménagement, il sert précisément à maintenir une domination dont on pense qu'elle est juste absente. En fait, elle est très présente. C'est pas un pays où il n'y a pas d'État. Moi, c'est quelque chose que je pense qu'il faut contester. Il faut dire oui, c'est un État qui ne fait pas ce que devrait faire un État, ça c'est certain. Mais il est là pour maintenir un certain nombre de positions, de privilèges, de monopoles qui font qu'on coupe l'électricité, qu'on coupe l'eau, qu'il y a des choses qui s'exercent de manière extrêmement violente sur la population et au premier chef sur les plus défavorisés de la population. Parce que, évidemment, il y a les générateurs, mais enfin, comme on le sait, tout le monde n'a pas de générateur. Il y a des quartiers entiers qui vivent au rythme des coupures d'électricité et qui n'ont pas de manière de contrebalancer ça.
Alors, je sais que ma question, d'emblée, je sais que ma question est stupide et en même temps, je me sens obligée de la poser. Quelle est la solution, à savoir, est-ce qu'on attend un nouveau soulèvement de la population? Est-ce qu'il faut aller frapper à la porte des chefs d'État et leur dire par ici la sortie? Enfin, qu'est-ce qu'on peut envisager dans un monde parfait comme solution pour renverser ça? De quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? Parce que, comme le disait à l'instant Leïla Dakli, cet État existe, il ne va pas disparaître tout seul. Donc, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des mouvements? Est-ce qu'il y a je sais pas, des think tanks, des groupes de réflexion sur la manière de se sortir de ça? Et encore une fois, pardonnez la naïveté de ma question, mais je pense qu'elle se pose malgré tout. Bien sûr. Ouais. Qui veut répondre? Alors par contre, personne répond. On ne va pas régler la question ici. Non, ça je m'en doute. Mais c'est vrai que c'est une question qui dépend de tellement de paramètres et qui ne dépend pas seulement du Liban. Je veux dire que c'est aussi le lien entre l'Arabie Saoudite, Beyrouth, les États-Unis, l'Iran, le rapport qui existe aujourd'hui de concurrence entre ces deux mondes, le monde sunnite et le monde chiite, enfin cette grande fracture, c'est là où se joue quand même l'essentiel de ce qui fait exploser le Liban. Après cela, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on s'est rendu compte que les manifestations que tu as vues, Diane, qui ont été énormes depuis 2019, et des manifestations qui ont engagé toute la population libanaise, chrétienne, musulmane, de toutes les classes sociales. Tout cela n'a pas suffi à ébranler simplement ce système mis en place et qui, effectivement, c'est plus que l'État, c'est un système qui tient le pays et qui ne bouge pas. Donc là, pour ça, il faut qu'il y ait une résolution. Ça ne peut pas être un seul pays, ça ne peut pas être la France toute seule. Le président Macron est arrivé un peu de façon bonapartiste au Liban. C'était un très beau geste, mais tout seul, il ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une résolution. Et pour le moment, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on se dit, au fond, qui a tellement intérêt aujourd'hui à régler le problème du Liban. C'est peut-être là aussi où ça se joue, c'est-à-dire que les questions se sont déplacées, c'est-à-dire la question même israélo-palestinienne qui était au centre des débats et qui pouvait peut-être aider à régler le problème du Liban, qui est un pays qui est très lié à cette question. Cette question a presque disparu. C'est-à-dire que c'est même plus la question israélo-palestinienne qui est au cœur de ce qui déchire le monde arabe aujourd'hui. Diane Masloum. D'un point de vue local, il devrait y avoir des élections en 2022, ou je ne sais pas quand exactement. Ça, c'est à voir si quelque chose va émerger, si un front, une opposition unifiée va pouvoir émerger et renverser les dirigeants actuels. Alors, il y a très peu d'espoir, mais c'est quelque chose de concret qui devrait avoir lieu bientôt d'un point de vue vraiment purement local. Donc, on ne sait pas, on espère, on croise les doigts. Sarah, vous vous y rendez encore à Beyrouth? Oui, alors moi j'y étais allée avant l'explosion, je n'ai pas vécu l'explosion du 4 août, j'étais allée avant, mais j'y vais plusieurs fois par an depuis 20 ans à peu près, 25 ans même maintenant. Et là, j'en parlais tout à l'heure à Diane, je me sentais un peu gênée là d'y aller, d'avoir ce côté un peu peut-être voyeur, d'aller voir une ville entièrement détruite et de ne faire que constater finalement un énorme gâchis et une souffrance. Donc j'attends un petit peu, mais j'ai envie d'y aller, ne serait-ce que pour voir le travail que fait l'association sur place, là, à qui on reverse les fonds, et de voir un petit peu le travail aussi au quotidien de tous ces bénévoles et de tous ceux qui ont envie, en tout cas qui trouvent encore l'énergie surtout de bouger. Je ne sais pas comment justement tous les jeunes et moins jeunes libanais trouvent encore la force surtout de garder espoir quand même malgré tout. Ça, c'est quelque chose pour lequel je suis très admirative.
Il nous reste un tout petit peu de temps. J'aimerais qu'on parle de livres. D'abord, Albert, j'évoquais tout à l'heure ce livre, donc Beyrouth in situ. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Je crois qu'il va être réédité, mais au Liban, c'est bien ça? Alors, il doit être réédité par l'ALBA, qui est l'école des beaux-arts du Liban, à la fois en anglais et en arabe. Donc, puisque aujourd'hui, le Liban est un pays qui a 3 langues. Mais évidemment, c'est un livre qui est apparu juste avant les événements qui ont déchiré le Liban récemment. Et donc, mais le Liban a une longue histoire. Et c'est un livre qui est un livre collectif d'abord, qui a été et qui rassemble un certain nombre de témoignages sur la ville de Beyrouth. Il est centré sur la ville de Beyrouth, avec des historiens, des urbanistes, des architectes, des artistes, des écrivains, et qui voulait dire un petit peu, donner une image de ce qu'était Beyrouth en 2020. Et 2021, évidemment, a tellement... tout a tellement changé que... Mais bon, c'est un livre où moi-même j'ai été... on m'a demandé de témoigner à partir de ma situation, parce que j'appartiens à la communauté juive du Liban, qui est une des plus vieilles communautés libanaises. Il y a des juifs au Liban depuis... avant même l'ère chrétienne et musulmane. Donc, et c'est une communauté qui a pratiquement aujourd'hui disparu. Peut-être que c'est une des conséquences invisibles de la guerre qui a déchiré le Liban depuis 1975. C'est une de ses composantes a presque disparu. Mais elle revient aujourd'hui dans beaucoup de livres, d'études, de choses qui témoignent au fond de sa vitalité. Peut-être que ça reviendra, mais voilà. Donc ce livre, au fond, je pense que ce que je voulais quand même dire, c'est que on parle beaucoup du malheur libanais. Et aujourd'hui, on est dans une période où ce malheur est particulièrement aigu. Mais il y a aussi un bonheur libanais. Et peut-être qu'il faudrait aussi le rappeler. Sophie, vous disiez qu'aujourd'hui, vous ne saviez pas pour quelle raison il y avait cette confiance chez les Libanais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment au cœur du Liban et qui est l'idée de bonheur, et qui vient peut-être d'ailleurs d'un art de la coexistence. C'est un art qui vient d'un mélange. Et celui-là, ce bonheur-là, tant que le Liban existera, s'il ne disparaît pas dans ces dernières épreuves, tant qu'il existera, je pense que ça restera une chose qui sera aussi forte que le malheur qui le frappe. Diane Mazloum, j'évoquais en début de conversation votre roman « Une piscine dans le désert » publié aux éditions Lattès. Alors vous, votre imaginaire est complètement habité par le Liban, puisque les précédents romans « L'âge d'or » et « Beyrouth la nuit » se situent également là-bas. Et vous avez beau vous sentir trahi, je sais que vous ne trahirez jamais le Liban. « Une piscine dans le désert », c'est la rencontre... quelque part aussi de 2 imaginaires, d'un homme et d'une femme qui se retrouvent autour d'une piscine qui a été creusée illégalement dans la maison de l'homme, qui revient justement vérifier ce qui s'est passé sur son terrain. Et ces 2 personnes vont s'observer, se sentir autour de cette piscine, tous 2 habités par leur propre histoire avec cette terre qui est en fait le Liban. Comment est née l'idée de ce livre et quelle est peut-être, y a-t-il une symbolique à cette piscine? Alors, pour sortir un peu de Beyrouth, donc c'est un lieu
que je connais très bien pour y avoir passé des étés d'enfance. C'est un lieu un village qui existe réellement, qui est situé à la frontière entre le Liban, la Syrie et l'Israël, au pied du mont Hermon, qui est cette montagne qui appartient aussi bien au Liban qu'à la Syrie, qu'à l'Israël. Et j'avais vraiment envie, donc là aussi, donc, avec cette mythologie et tout, j'avais là vraiment envie de faire ressortir l'atmosphère du lieu, parce que c'est vraiment un lieu qui ne ressemble, qui a quelque chose de l'ordre du début du monde, de la fin du monde. C'est pour moi un lieu assez unique. Et dans ce lieu, donc, qui est vraiment situé en fait sur une terre qui est disputée depuis je ne sais combien de temps, donc avec cette idée de faire de cette piscine qui a été illégalement construite, donc vraiment creusée dans la terre, donc je voulais vraiment faire ressortir ces thématiques de terre, de frontière, la notion de frontière qui est beaucoup plus symbolique là qu'en Europe, par exemple. Voilà, cette notion de friction de frontières, de terre, mais aussi friction de ces deux personnages qui viennent eux-mêmes de deux planètes différentes. Donc les frictions et toutes les étincelles qui peuvent en ressortir, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire de rencontre. Donc on a un personnage féminin qui est assez qui est local, qui connaît le lieu, et un autre personnage qui est originaire de ce lieu, mais qui y arrive pour la première fois. Et donc lui aussi, son imaginaire chargé d'histoires racontées par ses grands-parents, etc. Il vient juste pour régler cette affaire de piscine, mais finalement il est happé par le lieu. Rattrapé, presque. Voilà, rattrapé par le lieu. Donc c'était un peu mettre en scène, un peu comme dans une pièce de théâtre. Et voilà, il y a cette unité un peu de temps, de lieu et d'action. Cette piscine, tout tourne autour, la maison, et ce désert de montagne. Et voilà. Et comment même qu'on soit né là-bas ou qu'on vienne d'ailleurs, le fameux fil d'Ariane, moi j'y reviens encore, il est toujours là, et cet homme qui vient du Canada, si ma mémoire est bonne, se rend compte qu'en fait d'une certaine manière il n'est jamais parti, parce que le lien avec la terre est trop fort. C'est peut-être aussi ça, cette mythologie du Liban. On parlait de cette diaspora extraordinaire libanaise, on parlait de à quel point une ville ou un pays. Alors justement, il y a un extrait dans Pour l'amour de Beyrouth, page 125, et il s'agit d'une figure apparemment connue à Beyrouth, Sarah Briand, Kamal Mouzawak, fondateur de Souk El Tayeb. Avant que je lise ce petit extrait, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit? Oui, Diane connaît bien aussi. Souk El Tayeb, c'est ce lieu aussi dans Beyrouth où il y a à la fois un marché, un restaurant participatif aussi, où ce chef, cet entrepreneur chef, fait aussi travailler, par exemple dans un restaurant, des femmes venues de plusieurs endroits du Liban qui apportent une cuisine locale aussi qu'on peut découvrir, et c'est une façon aussi de faire travailler des femmes. Voilà, donc c'est un lieu assez unique aussi. Il y a on parlait tout à l'heure d'initiatives intéressantes. Et juste pour rebondir sur ce que disait Diane, c'est vrai qu'il y a deux mots là qui me venaient en vous parlant, c'est ce que vous disiez sur les racines finalement et l'exil aussi, mais ces racines-là, et je trouve que dans le roman de Diane et dans d'autres romans aussi actuellement, pour comprendre justement le Liban, c'est rien de mieux que de lire justement sa littérature et ce roman par exemple, pour comprendre justement les racines et ce qui nous lie, au Liban. Alors, Kamal Mouzawak, dans son texte intitulé Elle, Beyrouth, Elle, 3 petits points, Beyrouth, je n'en lirai qu'un extrait. On parle de Beyrouth comme d'une personne dernièrement, au féminin, au singulier. On lui attribue des envies, des idées, des formes, des opinions. Et je me demande, qui est-ce? Pardon, cette Beyrouth, où est-elle? Comment est-elle? Pour moi, cette personne n'existe pas. Une ville n'existe pas, un pays n'existe pas. Ce n'est qu'une terre comme n'importe quelle autre, délimitée à un moment ou à un autre de l'histoire par des humains. Des hommes et des femmes ont décidé à un moment, il y a bien longtemps, il y a plus de 7000 ans, que ce bout de terre allait être leur lieu de vie, comme l'eau et les puits y abondent. Et plus tard, une ville, et s'appellerait Beyrouth. Les villes n'existent pas,
Ce sont les humains, les hommes et les femmes qui font une ville, qui font un pays. Je pense que ça recoupe bien d'abord ce que vous avez tous dit aujourd'hui sur ce qui fait la spécificité, non pas du Liban, mais des Libanais finalement. Ce qui fait que ces deux personnages, Diane, dans votre livre Une piscine dans le désert, sont aimantés autour de cette piscine. C'est qu'il y a quelque chose qui les relie au-delà des frontières, au-delà des pays et des villes. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on termine sur cette note positive qui est que oui, Beyrouth a été rasée, oui, Beyrouth subit des blessures, les Libanais sont à la fois victimes et responsables, il faut trouver des solutions bien sûr, mais retenir voilà, ce formidable art de vivre, comme le dit Daniela Ferrière aussi dans ce livre, je ne l'associais pas à un pays mais plutôt à un art de vivre, l'art de vivre des Libanais, qui fait que chaque fois qu'on discute avec quelqu'un et qu'on dit « je connais un Libanais », tout le monde connaît un Libanais dans son entourage. Et généralement, c'est pour rire, pour faire la fête, pour parler d'art et pour s'aimer. Et voilà, j'aimerais qu'on termine cette rencontre sur l'amour du Liban, qui nous unit tous ici aujourd'hui. Merci Leïla Dakli d'avoir été avec nous en ligne. Je rappelle le titre des ouvrages: Histoire du Proche-Orient contemporain, L'esprit de la révolte. Diane Mazloum, Une piscine dans le désert. Sarah Briand, ce collectif pour l'amour de Beyrouth. Enfin, cher Albert, Beyrouth in situ. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été avec nous et merci au public de nous avoir suivis, même si c'était virtuel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.